Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle FAQ avec Fred. Comment tu vas, Fred? Impeccable. Je fais péter le générique et on démarre. Job, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. On démarre, Fred, du coup, par une question qui m'a été posée, c'est comment on réagirait si un de nos athlètes, par exemple, loupait son cutting. Donc on va dire un de nos athlètes majeurs qu'on suit vraiment plus ou moins au quotidien. En l'occurrence, Abdoul, par exemple. Ouais. Tu vois, voilà. Pour dire, parce que il y a beaucoup de gens qui ont manqué leur cutting dernièrement. Ouais, dernièrement, ouais. Ramzan, les plus connus, c'était Ramzan et Baki. Et Cédric Doumbé. Donc, Doumbé, c'était un petit moment, mais bon, voilà, c'est les trois plus connus. Ouais. Et du coup, on nous dit, mais. Parce que pour l'instant, ça ne nous est jamais arrivé. Mais ça peut nous arriver. C'est ce que j'avais dit dans une vidéo. Donc, quelqu'un, suite à cette réaction, m'avait dit, comment. Je serais curieux de savoir comment vous allez le prendre c'est pas bête, si ça nous arrive. Alors, dis, Fred, comment toi, en tout cas, tu l'interpréterais Déjà, en priorité, c'est la santé de l'athlète. C'est la priorité. Ça veut dire que même s'il loupe la pesée, même si je serais déçu, parce que pour le sportif, pour l'athlète, c'est jamais bon pour sa carrière. Mais la santé avant tout. Et après, pour relativiser, il y a pire dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est énervant sur le coup. Même moi, quand Baki a loupé la pesée, j'avais pas pris de billet pour la reste, mais je voulais voir le combat. Mais c'était un peu égoïste, c'était le fan de MMA qui voulait voir. Même Rabib Ferguson, il m'a rendu fou. Pareil, le mec qui mange le tiramisu. Pareil, derrière l'écran, t'as envie d'insulter le gars. Mais après, ça va, il y a pire dans le monde, on va dire. Tu vois, oui, parce qu'au final, Rabib, tu vois, les gens ont oublié. Oui. Ça n'a pas trop entaché sa légende, là. Non. Et pourtant, il a loupé 6 fois. Hein. Donc, non, tu vois, et Ramzat, pareil. Ouais, Chimaev, pareil. Chimaev, il a loupé. Ça se trouve, dans un combat, il va faire le titre. Oui, non, mais après, je dis pas ça. Je dis pas ça. Je dis que, mais par contre, tu ramasses quand ça t'arrive. Je pense qu'il faut pas lire les commentaires. C'est clair, hein, c'est compliqué. Ouais, surtout qu'en plus, si ça arrive, tu seras le premier responsable. Hein. Ah bah oui, en général, c'est ça. Alors après, il faut que l'athlète t'écoute. Hein, parce que ça aussi, c'est le problème. Moi, je sais que. Alors, ça nous est pas arrivé sur des cuttings. Ça nous est arrivé sur des régimes. Des régimes que toi et moi on a donnés à certains individus. Et qu'au final, tu t'aperçois qu'il t'avoue au bout d'un moment. Le mec, tu lui dis, écoute, je te descends, je te fais une restriction calorique. En plus de ça, on a augmenté ta charge d'entraînement. Avant, tu perds du poids, là, tu perds pas. Je comprends pas, il y a un truc qui va pas. Et au début, tu dis rien. Et alors, celui à qui je pense, c'est celui qui nous a avoué après par la suite il me dit, oui, d'accord, mais bon, le week-end, le seul truc que je fais, c'est que je sors et je me mets une mine. Mais bon, je mange pas plus que ça. J'ai dit, mais comment ça, tu te mets une mine? Mais oui, moi, il me dit, j'aime bien la vodka Red Bull. J'ai dit, mais attends, mec, tu peux pas m'en parler de ça? Ouais, mais il me dit, j'allais pas t'en parler, ça fait honte et tout, t'es mon coach et tout. Et il me dit, ça change tout. Ouais, tu vois, et il me dit, c'est vrai que des fois, je mangeais en rentrant à 6h du matin. Non, mais. Parce que et après, tu t'aperçois qu'au final, c'est rien à voir avec ce que tu lui avais dit. Mais non, parce que quand on a fait le calcul du coup ensemble, la journée où il devait être à 2100 calories, il était à 4400, je crois, en tout, avec tout ce qu'il faisait. Donc, je disais, tu comprends bien que sur la semaine, tu es tout juste à l'équilibre. Donc, tu te stabilises. Et ça, c'est là où il faut être vigilant. Tu dors pas, tu vis pas avec les gens. Hein. Donc, ça, c'est compliqué. Et c'est ce qui est encore plus dur, tu vois. Et dans une moindre mesure, je trouvais qu'on l'avait un peu vécu avec Abdoul, contre Aratik, où là, il nous avait berné un peu pour la maladie. Ouais, c'est vrai. Parce que je sais que Belkacem était inquiet. Beto aussi. Beto lui a dit non, mais t'inquiète pas, je me sens bien et tout. Moi, au début, il me disait j'étais pas bien. Après, il m'a dit, je disais, mais t'es où là? Il me dit, mais je suis à la maison. Je me dis, mais comment ça, t'es pas en entraînement? Mais non, j'ai 40 de fièvre, je ne peux pas bouger et tout. Il a perdu du poids, tu vois. Et après, comme c'est Abdoul, il te rassure, il te dit, comme tu sais que c'est un phénomène, le mec, tu sais qu'à chaque fois, il fait des coups d'éclat. Tu te dis, bon, mais au final, quand même, il va le soumettre quand même, tu vois. Il te met le doute. Sauf que, après, comme il galérait aussi à trouver des combats, c'est pas évident. Ouais, mais après, tu as la responsabilité, tu vois. C'est vrai, bien sûr, tu dois être. dire non, tout, tu dois avoir une attitude professionnelle. Et c'est ça le problème après, quand il y a des affinités. C'est que des fois, tu sais pas dire non à ton athlète. C'est vrai.
Et du coup, voilà, c'est une partie de ta responsabilité aux entraîneurs. C'est des fois, il ne faut pas écouter que ce que l'athlète te dit. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur la fatigue, parce que ça rejoindra ça. Ça peut être pas mal ça. Parce qu'il y a 2 sortes de fatigue. Mais tout ça, j'y reviendrai. On va dire la fatigue physiologique, donc centrale et périphérique, et la fatigue perçue par l'athlète. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que le cutting, il faut mettre toutes tes chances de ton côté, mais malheureusement, le petit Lorenzo, là, on en parle souvent. Toi, ce que tu fais, je trouve que c'est magistral avec lui, avec Lorenzo Lopez, le boxeur professionnel. C'est parce que tu prends vraiment aucun risque, parce que tu sais la difficulté qu'il a à perdre du poids. Ouais. Et malgré ça, tu vois, il y avait eu un short notice il y a pas le dernier combat, le combat d'avant, où il devait combattre à 63, finalement une semaine et demie avant, c'est 61. On a réussi à attendre à 61-2, mais bon, c'est des fois, moi, ça aurait été moi, je leur aurais dit ne le fais pas. Mais t'es que le prépa physique, t'es pas le coach, c'est pas évident aussi. Hein. T'as pas ton mot à dire. Donc, oui, alors après, il faut savoir que quand c'est short notice, c'est autre chose. Ouais. Genre, par exemple, Turner, on sait qu'il est énorme. Il a été prévenu en short notice. Quand il a loupé la pesée à 400 grammes, je voyais les messages. Je te dis franchement, les gens ne le critiquaient pas trop. Hein. Non, personne. Parce qu'il il a réussi après la pesée. Mais je veux dire, même il aurait loupé de 400 grammes. Faut arrêter quoi. Le mec, déjà, il sauve. Déjà, il sauve la carte. Tu vois, il sauve en tout cas le common event. Tu vas pas non plus. Je rappelle que Strickland, lui, il a dit pour Nassour, il a dit moi je veux pas, mais par contre, oui, c'est vrai, il a pas fait le combat. Il a dit c'est à 93 où je prends pas. Hein. Ouais, c'est vrai. C'était pas 84. Hein. Non, c'est vrai. C'était 6-3, c'était 9 kilos au-dessus. Hein. Ouais. Attention, on parle pas de 2 kilos. Donc, après, quand tu es en short notice, c'est pas la même histoire. Ouais. Tu as le droit de te louper parce que tu n'as pas eu le temps nécessaire pour te préparer. Donc, je ne vais pas le mettre dans le même panier, short notice. Mais effectivement, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui nous arriveront. Je touche du bois. Pour l'instant, ça ne nous est pas arrivé, mais je pense qu'un jour, je pense que c'est inévitable après sur le nombre. Sur le nombre de combats, tu es obligé. Tu es obligé d'avoir un mec au moins qui va se louper ou qui va croire qu'il va y arriver et qui malheureusement... Et puis des fois, tu vas faire le même protocole tout le temps et un jour, tu as une problématique. Le stress, je sais pas. Et le mec, ça tombe plus, ça perd plus. C'est là où tu sais, la physiologie, hein, c'est inexplicable. Il faut expliquer que l'athlète, il va ramasser. Le gars qui est responsable du cutting, il va ramasser en commentaire et puis c'est tout. Mais voilà, bon, après, tu sais, il faut toujours mettre en priorité la santé. Et surtout, surtout prendre aucun risque si tu vois que ton athlète, malheureusement, il n'est pas fait pour en tout cas, lors de cet événement, il n'a pas la capacité de supporter. Parce que le cutting, on n'est pas sensible à tous les cuttings de la même manière. Ça, c'est clair. Il y a des fois où ça passe comme une lettre à la poste, mais il y a des fois où malheureusement c'est assez complexe. Ouais. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que si tu manques 3 d'affilée, là par contre il faut que tu te poses des questions quand même. Hein. Oui. C'est peut-être ta stratégie qui n'est pas la bonne. Surtout si tu les loupes de 200 grammes ou tu les loupes de 2-3 kilos. Non, mais c'est pas la même. Non, mais quand Dobronx a loupé de 100 grammes, il a réussi son cutting. Exactement. C'est pas le prépa qu'il faut remettre en cause. Ah, c'est même pas Dobronx. Je vais te dire ma chance, c'est même pas Dobronx. Je ne sais pas. J'ai aucune explication. Comment ça se fait qu'il n'a pas perdu les 100 poids. D'ailleurs, après, il a toujours refait le poids derrière. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'était ça. L'autre question aussi, Fred, qu'on avait... Alors, on avait Baptiste qui nous disait « Bonjour l'équipe. Petite question pour la prochaine FAQ. Est-ce que vous suivez le Muay et Kick, notamment au One? Il y a de beaux noms. On dit souvent que le grand public aime surtout le striking. Pourtant, j'ai l'impression que hors Asie, le One n'est pas très... que en dehors du One, ce n'est pas très populaire, alors que le Glory est en déclin. Je peux me tromper. » Donc en gros, ce qu'il veut dire, c'est que quand tu regardes du MMA, les gens sont plus sensibles au striking qu'au sol. Et pourtant, le striking hors MMA, soit le Glory ou enfin toutes les autres, le K1, ça coule. Comment tu t'expliques cela? Et je vais te dire un truc, je me suis rendu compte qu'en fait, on se trompait. C'est-à-dire c'est pas forcément le striking que les gens affectionnent. C'est quoi? Et je pense que là, de ce côté-là, j'ai plutôt bien identifié le truc. C'est la violence. C'est la violence. D'accord. C'est l'agressivité. Ouais. Oh, ok. Oui, les gens préfèrent de l'agressivité au sol qu'un combat chiant en kick. Adesanya, il s'est fait démonter contre Cannonier. Il s'est fait démonter contre Vettori. Pourtant, c'est un monstre de Oui, c'est vrai. Exact. Mais
parce qu'il était trop dans la gestion. Léon Edwards, tout le monde déteste quasiment. Ouais, il a été même l'UFC le supporte pas quand il boxe avec son style à lui. Pourtant, c'est un monstre en striking. Ouais, même regarde le combat William Gomis, Yanis Gemouri, c'est du striker, hein, c'était du striking. Et pourtant, c'était le combat qui était le moins apprécié de tous les Français. Moins apprécié à l'UFC Paris. Donc du coup, je pense que c'est pas le striking à proprement parler, c'est plutôt l'agressivité et l'engagement qui est donné par les individus. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'effectivement, le Barnacle a des beaux jours devant lui, à mon avis, parce qu'il y a cette agressivité, cette combativité en fait entre les individus, tu vois, et ces échanges. Et les gens ne veulent pas des combats passifs. Ils ne veulent pas de la gestion. Exactement. Et là où tu t'en aperçois, c'est un profil à la Khamzat Chimaev qui met quasiment pas de coups, qui soumet les mecs. Oui, c'est ça. Enfin, hors Kamaru Usman et hors Gilbert Burns, ça veut dire. Oui, non, mais il a quand même essayé de les soumettre rapidement. Oui, c'est vrai. Contre Kamaru, il a mis 2 coups de poing au début. Hein. Oui, c'est vrai. Il a amené au sol, il a essayé vrai. de l'étrangler. Hein. Je veux dire, contre Burns, c'est parce qu'il n'a pas réussi, parce que le sol de Burns était trop supérieur. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, il a essayé quand même de l'amener au sol. Et c'était une star avant ça, voilà. sans avoir donné de coup de poing. Et tu vois, d'ailleurs, il n'avait jamais pris un coup. Je crois, ou un coup de poing il avait pris en tous ses combats. Donc en fait, tu t'aperçois que c'était même pas. Pourtant, c'est un grappeur-lutteur. Ouais. Mais il mettait une telle intensité et une telle, entre guillemets, violence dans son grappling et dans son agressivité qu'il en devenait ultra spectaculaire. Ouais. Parce que tu te disais, il t'attrape, lui, c'est foutu. Tu vois. Et tu vois, et pourtant, il faisait pas un gros ground and pound, il faisait vraiment de suite, il allait chercher son darse ou le dos t'étrangler et tout. Et en fait, tu t'aperçois que en fait, les gens n'aiment pas les combattants passifs, qu'ils soient au sol ou en boxe. Et après, bien sûr, pour la compréhension technique, effectivement, tu t'aperçois que bien sûr, il y a moins de mecs qui comprennent le sol et la lutte. Ouais. Ça demande plus de savoir. Quand même. Donc les mecs comprennent rien. Des fois, tu entends des trucs de ouf. Le mec, il te croit que parce qu'il s'est entraîné 3 ans en lutte, il peut tenir un Caucasien qui a lutté toute sa vie. Ils ne se rendent même pas compte de la différence de niveau. Mais parce qu'ils n'ont aucune connaissance de ce sport. Parce qu'en pro-lan, c'est de la lutte. Non, ça ne suffit pas. Donc voilà, moi je pense que c'est surtout ça. Et le problème aussi, c'est peut-être que il n'y a pas de storytelling, je pense, au One FC, etc. Ouais, il n'y a pas d'histoire. En fait, ce qui vend beaucoup, c'est l'histoire. C'est plus que le sport en lui-même. Ouais, l'histoire, le package. C'est pas juste tu prends 2 boxeurs ensemble et tu les fais combattre. Derrière, il faut qu'il y ait une rivalité. Il faut qu'ils créent cette rivalité. Il faut qu'ils créent ce qu'ils avaient créé à l'époque. Le Pride. Le Pride et le K1 à l'époque. Le K1, pour moi, ils n'ont jamais été égalés. Pour ça. Même le Glory n'a jamais réussi à l'égaler. Ça n'avait rien à voir. Exact. Le K1, quand ils font le combat Masato contre Bocao, c'est le combat du siècle. C'est vrai, Masato, tu le vois pousser des pneus. Bocao, tu le vois taper sur des arbres, limite. Tu vois. Et en fait, c'est un peu le mec qui tape, qui fait ce qu'il a à faire. Et qu'après, derrière, voilà. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ah, je suis d'accord avec toi. Et donc, du coup, voilà. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Entre le côté spectaculaire, le côté storytelling et le côté show, en fait, le sport en lui-même. Parce que c'est pas parce que tu fais des combats techniques que tu fais des combats que par la suite tu vas réussir à vendre le show. Hein. C'est clair et net. Hein. Et c'est ce qui fait. Donc voilà, en fait, pour moi, c'est vraiment ça. Et je pense que le One FC, ils n'y arrivent pas à le faire. À faire des histoires ? Pour moi, ils n'y arrivent pas. Parce qu'au final, c'est vrai, comme il disait dans le commentaire, la Baptiste, quand tu regardes le niveau du One en pied-point, il est magnifique. C'est pas normal que ça fasse pas plus de vues que ça, au final. Ah oui, non, mais tu as les meilleurs. Hein. Tu as Petrosian, toute la clique, ils sont tous super plus forts les uns que les autres. Hein. Alors, ils arrivent des fois à faire des... Des fois, ils ont un peu, des fois, ils arrivent à faire des règles un peu mixtes, etc. Comme ils faisaient les Japonais, là, tu vois, comme ils ont fait avec Demetrius Johnson et tout. Ils arrivent à te piquer ta curiosité. Mais il y a un problème de com, il y a un problème... Même si, attention, eux, ils sont très forts pour produire les vidéos, ils sont très forts pour faire les visuels aussi. Également. Les shorts et tout, Mais c'est vrai que le MMA, je te dis, ils arrivent... ils ont réussi pour ça... à créer. Tu vois, Ned Diaz, pourquoi il plaît? Parce que Ned Diaz, tu sais que tu vas pas t'ennuyer. Tu vois, ça va être la bagarre. Il va parler, il va faire le show, tu vois, ça va être la guerre. Et après, c'est comme ça. En plus, comme on disait, le MMA, c'est plus vendeur, mais pas tout le MMA. Hein. On voit, hein, le Bellator, ils ont du mal à vendre. Enfin, c'est plus complexe que le sport en lui-même, au final. Ouais, c'est ça. Et tu vois, Chandler, par exemple, c'est pas un striker à la base. Non, mais Chandler, quand tu le vois combattre, tu sais que ça va. Gage, pareil, c'est la guerre, tu vois. Et c'est des mecs comme ça. C'est parce qu'ils arrivent à créer cette guerre, en fait. Ouais, c'est vrai.
Et c'est ce qui fait, selon moi, ça fait toute la différence. Ouais. Ils supportent. Pour ça que Stéphane Thompson et tout n'ont jamais été des grands vendeurs. Ils n'ont pas eu la popularité. C'était un génie en striking. Pourtant, c'est un génie en striking, hein, c'est vrai. Ouais. Mais il n'a jamais eu la popularité d'un Connor. D'un Nick Diaz, par exemple. Oui, c'est vrai. Ou de Nate. Ouais. Tu vois, Nate, il était connu parce que c'était le personnage, le bad boy, il te met des gifs, il te parle. Et Stéphane Thompson, c'est un mec aspiré, contreur. Ouais, qui rentrait, sortait. Qui rentrait, sortait, il piquait. Machida, pareil. Machida, c'était pas excitant à voir. C'était pas Robbie Lauer. Hein. Non. Tu vois, ouais. C'est ce qu'il fait. Et regarde celui-là, maintenant, qui est revenu un peu sur le devant de la scène, c'est Mike Perry. Ouais. Qui surnomme le roi de la violence. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est ultra spectaculaire. Hein. Mais tu vas avoir un combat, c'est la guerre. Hein. Ouais. Et en fait, je pense que c'est ça qu'ils affectionnent tout particulièrement, les mecs. Ouais, c'est vrai, ouais. Et c'est cette bonne agressivité. Et chez les Français, c'est ce qu'ils aiment chez Benoît, par exemple. Benoît, c'est la preuve parfaite. Hein. Moi, je me rappelle toujours, quand j'ai regardé l'UFC Paris, j'ai regardé avec mon frère, qui connaît rien du tout MMA. Enfin, il connaît pas plus que ça. Et premier combat sur lequel on tombe, on tombe sur Taylor et après sur Yanis. Et franchement, il s'ennuyait. Il me dit, mais c'est chiant ton sport et tout. Et après, il y a Benoît. Et là, je le vois, il est là, mais c'est trop bien ce sport, c'est génial. Ah là là. Parce que il plaît au grand public, Benoît. Exactement. Quelqu'un qui ne connaît pas, il va se régaler à voir ça. Il est toujours en train de faire quelque chose. Ouais. Ouais, c'est vrai, il est toujours en train de. Non, mais c'est vrai en plus. Ouais. Il n'est pas passif, quoi. Ouais. Tu vois, il essaye de terminer le match, en fait. Ouais. Et il n'essaye pas de gagner le match. Il essaye de terminer son adversaire. Ouais, et c'est une nuance qui est énorme. Ah, c'est énorme, ouais. Et les combattants qui veulent terminer leur adversaire, mais que ça soit aussi bien au sol avec Ramzat Chimaev qui en est la preuve, ou en striking, je te dis, un Chandler par exemple, parce que c'est parlant, parce qu'il touche les mecs qui tombent, ou même Dobronx qui est tout droit, qui fonce, ou Ferguson à l'époque, qui allait tout droit aussi. Ouais. Mais ils avaient cette aura, ce truc autour d'eux qui fait qu'ils sont mainteneurs, quoi. Ouais, ils créent une hype autour d'eux. Donc voilà, pour moi, c'est... Je vois pas d'autre explication parce que techniquement, tu vois des combats de ouf au one, mais des fois, c'est des 3x3 minutes. C'est dû à toi ou moi, un peu à l'école hollandaise. Mais finalement, même moi qui affectionne, techniquement, je kiffe pas parce que c'est l'impression que c'est linéaire en fait. Ouais, ça, ouais. Tu vois, c'est à toi, bam, 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 3 coups. Après, c'est l'autre, 3 coups. Ainsi de suite. Alors que quand tu as un Chandler contre Gage, tu te dis, il y a un mec qui va finir sur une civière. Ouais, c'est vrai. Tu vois. En plus, tu as l'historique derrière, en plus, c'est vrai que c'est. Ensuite. Alors, on avait une question sur les kinés. Est-ce qu'on travaille avec des kinés? Alors, c'était Kevin Giannini qui nous dit question pour la prochaine FAQ. Salut les balèzes, j'espère que vous allez bien. Je voulais savoir si dans votre pratique de coach préparateur physique, vous travaillez avec des kinésithérapeutes et si oui, de quelle façon? Merci beaucoup pour votre travail. Merci Kevin. Alors, c'est difficile. Hein. Déjà, c'est très difficile. Nous, on en a un, Christophe. Hein. Ouais, on va dire. Après, on en connaît plein. On en a entraîné plein. Mais c'est très difficile de trouver un kiné. Moi, je trouve que c'est très difficile d'avoir un bon kiné. Ouais, pareil. J'ai énormément de difficultés. Hein. Et alors, tu vois, j'en parlais. Je sais plus. Je crois que c'était avec Frédéric Dussert que j'en parlais. Ouais. Je sais plus si c'était avec le chirurgien ou avec quelqu'un d'autre qui me disait. On connaît tous un bon kiné. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas parler avec quelqu'un, il va te dire, ah oui, moi je connais un mec. C'est le meilleur. Il a fait l'équipe de France de volley. Ils ont tous fait les équipes de France. Tous. Ils ont fait l'équipe de France de karaté artistique, de karaté sur glace, de ci, de ça. Ils ont tous fait une équipe de France. Non, c'est vrai. Hein. Non, mais ça, c'est à chaque fois, on te dit. À chaque fois. On te dit, lui, il a préparé un tel, il a fait je sais pas quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est assez compliqué, je trouve, de trouver des kinés qui arrivent à. Alors, j'avais fait un podcast avec Training Therapy. Ouais. Et du coup, il m'avait posé cette question. Parce qu'il est kiné, lui. Ah, ok. Et il me disait, il n'est pas tendre avec les kinés, attention. Ouais. Et il me disait, qu'est-ce que tu penses des kinés, etc. Et j'avais répondu que j'avais, de mémoire, peut-être je peux me tromper, j'avais jamais rencontré, selon moi, un kiné qui était très compétent s'il n'était pas également préparateur physique. Je m'étais rendu compte que c'était, en général, ça allait souvent de pair, tu vois. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il avait cette connaissance en myologie, en biomécanique et en anatomie théorique, mais il avait aussi dans la pratique du mouvement et dans la dynamique. Tu vois. Donc il comprenait la véritable proprioception et avait tous les réflexes préventifs, en fait. Mais dans le mouvement. Ouais. Et pas seulement peut-être dans la manipulation, etc., etc. Donc moi, c'est vrai que j'avais noté ça. Maintenant, ce que je cherche quand je vais voir un kiné aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a la main. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, parce que c'est difficile à expliquer, tu vois. Ah ouais, je veux dire, ouais. Toi, tu vois l'interprétation, tu la définirais comment, toi, ça?
Ah, c'est quelqu'un que quand il manipule, il arrive à. Je sais pas comment l'expliquer. Parce que tu vois, par exemple, Chris, c'est le seul quand il m'avait manipulé dans le dos, là. En 2-3 trucs, il avait réussi à me retirer des zones de tension. Et ça, je pense, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Voilà, moi, je suis persuadé. C'est qui voyait un des plus grands spécialistes au monde des fascias. Tu vois qui c'est, hein, le mec des fascias, là. Il disait que. Lui, il dit que ça a mis des années pour avoir la main. Ouais. Après, des mecs, c'est des génies. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Ils vont plus rapidement que d'autres. Mais c'est vrai que Christophe, il te met la main sur l'épaule. Il te soigne. T'as l'impression qu'il t'a soigné. Ouais. C'est pas une question de connaissance, c'est une question de ressentir les choses. Ouais. Et on tous autour de vous, vous avez des gens, des kinés, des ostéos. Le mec, quand il te donne des explications, c'est peut-être pas un tueur. Mais par contre, au moment où il va te dire là t'as mal, il te touche 2-3 trucs. Et t'as l'impression qu'il sait où. Il t'a pas touché presque déjà, qui sait où c'est que t'as mal, on dirait déjà. On dirait qu'il a lu dans tes pensées, même que tu lui dises. Et bien c'est ça, avoir la main. Ouais. C'est ça, avoir la main. T'as des mecs ils ont une capacité qui est hors norme. Ouais. Et ça, je pense que c'est une grosse part d'inné là-dedans. Moi, je pense aussi. Moi, je pense que c'est des mecs qui sont faits pour ça, tout simplement. Ouais. Au même titre que ma soeur, au même titre que peut-être quelqu'un de l'acupuncture, j'en sais rien, tu vois, je connais pas. Pareil. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont cette capacité à comprendre le corps humain, comment il fonctionne, mais de façon très instinctive. Ouais. Et qu'après, derrière, ils se documentent un petit peu, ils apprennent l'anatomie, ils comprennent comment ça fonctionne dans son ensemble. Et je pense que tous ces mecs busqués, tous ces mecs qui ont fait avancer le monde des kinés, tous les mecs qui ont créé des méthodologies à partir du coup de ce modèle-là, quoi. De ce corps de métier, en fait, je pense que c'est des mecs qui avaient quelque chose en plus que les autres, tu vois. Ouais, les chaînes busquées, ouais. je pense que ça n'y est pas venu comme ça, tu vois. Non, c'est que ouais, vraiment, le mec, il a analysé, il s'est dit, puis quand je tire là, ça réagit là, quand je manipule là, ça soigne de ce côté. Donc en fait, c'est des observations de terrain qu'il a dû faire au fur et à mesure. Hein. Et qu'il a rendu plus théorique après. Et qu'après, il a rendu théorique pour essayer de former les gens au plus grand nombre. Ouais. Mais c'est vrai que tu as des mecs, tu comprends pas. Hein. T'as des mecs qui te posent la main, ils font ça, tu te dis, mais. C'est Gundil qui dit qu'un jour il est allé voir une guérisseuse. Exact, mais. Il a expliqué, Gundil il croit en rien. Il croit ni au kiné, ni aux ostéos, ni au chiro. Donc pour te dire. Voilà, il croit qu'au chirurgien. Donc voilà. Je connais personne qui a la rigueur scientifique de Michael Gundil. Et un jour, ils lui ont payé, il nous expliquait que sa copine. Elle avait payé, je crois, d'aller voir une guérisseuse, tu vois. Il avait un mal à l'épaule, rien n'y faisait. Il avait tout ici. Tout. Il est allé la voir, la meuf, elle y a appuyé le crâne. Appuyé sur le front, elle y a tordu le bras, je pense qu'elle a foutu. Et lui, il est sorti, il a dit purée, elle m'a tué, elle m'a encore plus fait mal. Il allait nous expliquer, tu étais là. Hein. Ouais, j'étais là. Il avait dit pendant 4-5 ans, plus rien. Plus une blessure, plus une douleur. Et maintenant, malheureusement, il dit que c'est revenu, mais il trouve aucune solution pour guérir ça. Ouais. Aucune explication. Et t'as des gens, tu peux pas l'expliquer. Ils ont la main. Elle avait la main, sûrement qu'elle le savait où appuyer, elle. Ouais, elle a fait ça à l'arrache, tu vois. Et surtout que lui, il croit pas en ça. Ouais, c'est ça. Gundil, c'est quelqu'un qui croit pas. C'est quelqu'un un peu plus terre à terre que lui. Tu vas sur sa chaîne YouTube, il y a que des études scientifiques. Le mec, il a retouché toutes ces machines de muscu pour les adapter à sa morpho-anatomie. Enfin bref, Ouais, c'est pas un mec perché qui est dans. Non, c'est un mec qui fait que ça. Les connaissances en physio de Michael, pour moi, il a pas son pareil dans le monde de la prépa physique, tu vois. Et du coup, pour que lui il te dise. Pour que lui dise ça, ouais, c'est que c'est chaud. Tu vois. Et d'ailleurs, parce que sa sœur est kiné, hein, Michael, en plus. Ok, je t'ai tu vois. Donc en plus, par-dessus le marché. Donc, et il croit pas du tout en ça. Donc il n'est pas tendre avec eux, quoi. Ouais. Mais là, il reconnaît qu'elle a touché n'importe comment. Puis rien. Et on a des histoires comme ça. Il y en a plein, c'est pas un cas. Non, c'est pas un cas isolé, ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'effectivement, nous, on en a un qui s'appelle Christophe, et il te pose la main dessus. Ouais. T'es refait. Je peux pas vous l'expliquer comment c'est possible. Franchement, je sais pas. J'ai pas une explication. Dès qu'on a un truc, c'est lui qu'on appelle. Franchement, c'est le seul. En tout cas, moi, j'en ai vu énormément. Il y en a beaucoup qui ont voulu faire des partenariats avec nous parce qu'on avait beaucoup d'athlètes qui venaient gratuits et tout. Jamais comme Christophe. J'ai jamais vu ça pour l'instant. Pareil. T'as vu, toi, t'avais mal. Plein de différents. Rappelle-toi, le spécialiste du genou de Montpellier, il est arrivé, il t'a dit vous avez les croisés. Hein. T'allais faire l'imagerie, t'avais rien du tout. Un IRM, dans ma tête, je me suis dit ah là là, putain. J'allais faire l'IRM, mais je savais déjà que c'était les croisés, tu vois. Comme il m'a dit que c'est les croisés, il m'a dit je fais le test du tiroir de ci, de ça et de ci, bam. Il m'a dit cherchez pas, c'est les croisés. Je t'avais dit quoi, moi? Toi, tu m'as dit mais non, c'est même pas. Tu m'as dit non, il y avait rien. Je t'avais dit il y avait rien. Moi, mes tests, je t'avais dit Fred, il n'y a rien du tout. Ouais, c'est vrai. Et tu m'as dit lui, il est machin, il regarde. Et je fais l'IRM, mais rien.
Et je te dis, des fois, les mecs. Ils me disent léger, ils m'ont dit léger, les penchements de Sinovi. Je vais arrêter, je peux pas bouger la jambe. En fait, il n'y avait rien. En fait. Et moi, à l'époque, je sais pas si vous vous en rappelez, pour ceux qui veulent s'abonner à la chaîne, au tout début de la chaîne, j'avais expliqué que j'étais allé voir un grand spécialiste des épaules. Des épaules à. Il t'avait dit quoi? C'est exactement. Il t'avait dit. Moi, mais pire que fini toi. le sport, il t'avait Non, dit. non, et moi, j'avais dit, quand c'est que je vais pouvoir reprendre la lutte et le grappling. Ouais, ça. Ça devait être il y a très très longtemps. Hein. Ah ouais, c'était 15 ans, ouais. Ah ouais, à peu près, ouais. 2007, ça doit être 2008, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'était il y a très longtemps. Il m'a dit, mais comment ça? Je dis, vous savez, moi, je fais de la lutte et tout, la boxe, tout ça. Il me dit, mais il rigole, tu sais. Ouais. En plus, nonchalant. Et il me dit, mais monsieur, déjà, si vous pouvez relever le bras, ça sera déjà pas mal. Ah ouais. Ah, il m'a dit, allez, vous êtes jeune, hein. Trouvez notre truc à faire. Oh. J'ai dit, attends. Et je me suis fait ma rééduque. Ouais, je me rappelle. Et j'avais pas les connaissances d'aujourd'hui, donc j'ai fait ce que je pouvais. Ouais. Et au final, je me suis dit, mais heureusement que j'ai pas écouté ce type. Ah ouais. Ah ouais, c'est tombé. Hein. Il m'avait dit que le sport c'était fini. Les 2 épaules en plus. Hein. Il m'avait dit, non, c'est foutu. T'as fait ça comment, tu te rappelles ou pas? Moi, je pense c'est parce que. Alors, à la base, je pense que j'ai frappé dans le vide 2 fois. Ah ouais. Sur le sac. Ouais. Je pense que c'est une répétition. Et je m'entraînais peut-être trop. Et à un moment donné, j'arrivais plus à bouger les épaules, tu sais. Ouais. J'étais avec le petit Jérôme Barthaud à l'époque, tu sais, qui faisait du judo. Ah ok. Et dans les. Je me disais, mais attends, c'est pas possible, j'avais mal. Et un jour, je rentre en double leg, j'ouvre les bras, et Gauthier me sprawl, et là, bah, je sens l'épaule comme si elle s'arrache. Je suis foutu. Et du coup, pendant un an, j'ai lutté qu'en single leg, je pouvais attraper qu'une jambe en fait. Ok. Je pouvais plus ouvrir les épaules. Mais du coup, j'ai continué à m'entraîner quand même. Maintenant, t'as même vu. Hein. Ouais, bah non. J'ai plus jamais eu mal par la suite. Mais c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai eu mal. Hein, j'avais des problèmes. Mais après, c'est longtemps. Et je faisais des mini dips. Je faisais des dips. Ouais, ça, tu me l'avais toujours dit, avec ouais. une petite amplitude comme ça. Ouais, tu me rappelles que tu me l'avais dit. Tu avais commencé par des petites dips tout doucement et après. Petit au parc à Palavas. Ouais. Parce que j'avais pas de salle, du coup. Ouais. Et après, petit à petit, je me suis fait ma rééduque comme ça. Ah, tu vois, comme quoi. Hein, Et lui, il était sûr de lui. Hein. Ah ouais, lui, t'avais dit quoi, opération ou pas, non? Après, il voulait. Je sais plus, parce que le problème, c'est qu'à l'époque, je lisais des livres de préparation physique, mais je lisais pas de livres sur l'anatomie. Donc, j'avais pas beaucoup de connaissances en anat. Tu vois, je savais que ça, c'était le deltoïde, mais par contre, comment c'était innervé, comment ça fonctionnait, où le tendon, où les ligaments étaient rachetés, la différence entre un tendon et un ligament, si je savais pas la faire. Hein, tu vois, donc j'étais paumé. Donc, je suis incapable de te dire l'explication qu'il m'avait donnée, parce que j'avais pas les connaissances pour la retenir. Tu vois, maintenant, je suis sûr que si je discuterai avec lui, demain, je vais voir Fred. Il peut m'expliquer, Fred, ce que j'ai, tu vois. Après, Fred, c'était encore un autre niveau, mais et puis Fred, il est confronté à des gens qui font du sport tous les jours. Donc voilà, mais c'est vrai que là, oui, je discuterai, j'essaierai de comprendre. Mais d'ailleurs, on en a une épaule ici avec toutes les innervations, elle est par terre. Là. Donc il pourrait pas. Je lui dirais qu'il me démontre ce que j'ai réellement. Il pourrait me l'imager. À l'époque, il m'a pas imagé, mais je te dis, c'est terminé, on n'en parle plus. Comme il t'a fait toi, le jeune croisé, c'est bon, on va juste faire un peu d'imagerie pour voir si c'est bien ça, pour confirmer. Mais lui était sûr de lui. Après, c'est comme ça. Autre question. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Alors. Ah oui, une question qu'on m'a posée, très intéressante. Fred. Ouais. Ça fait l'importance. Ça, je veux ton avis sur ce sujet-là, parce qu'on a déjà abordé ce sujet, mais on a un peu plus développé là. L'importance de s'entraîner avec un champion. Je t'écoute. Un champion ou des champions? Peu importe, un champion ou des champions, par exemple. On pense à Kevin Jousset. Qui s'entraîne avec Adesanya, par exemple. Ouais, exact, ouais. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ça peut être très très bien quand tu as un bon niveau pour moi. Quand tu commences au début, que tu es un champion ou pas, je vois pas trop l'intérêt. Quand tu débutes un sport, parce que le champion est tellement loin, on va dire, de ton niveau, qu'au final, au contraire, ça peut même voir le chemin à parcourir pour atteindre son niveau, ça va plus te démotiver. Ou alors, enfin, pour que ça te motive, il faut vraiment que tu aies l'écro. Mais quand tu as déjà un bon niveau et que tu as un champion avec toi et que tu peux te dire il n'est pas si loin de mon niveau, c'est possible, il l'a fait, je peux le faire, ça vaut de l'or. Ça, c'est se rendre compte que finalement, c'est atteignable. Ce petit truc mental, c'est magique. Ah oui, de toute façon, le fait de savoir que lui l'a fait, ça te fait pousser des ailes. Maintenant, c'est vrai que des fois, ça a tendance à fausser. C'est-à-dire que tu as des mecs, parce qu'ils tiennent sur un round un grand champion, ils pensent qu'ils ont le niveau du champion. Ça aussi, ouais.
Et après, d'un coup, tu les vois combattre, tu te dis, mais attends, comment ça se fait éclater par des mecs qui sont pas ouf, tu vois. Alors pourtant, tu vois, à l'entraînement, il le tient. Ah ouais. Et en fait, c'est là où ça peut te tromper. C'est-à-dire que toi, le fait que tu le connaisses par cœur, ça fausse tout. Oui, ça c'est vrai. Ça fausse tout. Ça c'est vrai. Je te dis franchement. Parce qu'en fait, tu le tiens pas à l'entraînement parce que tu es aussi bon que lui. Tu le tiens parce que c'est ton sparring partner. Ouais, c'est vrai. Ça c'est Tout vrai. simplement. Ouais. C'est juste ça qui fait que tu le tiens. C'est vrai. Ça s'arrête là. Ça et aussi le fait que tu fais rarement tu fais même jamais un vrai sparring comme Exactement. comme c'est le jour J, on va dire. Tu fais des thèmes et tu peux être le meilleur dans 5 thèmes contre Adesanya, par exemple, pour en parler avec Kevin Jousset. Mais sauf que le jour J, Adesanya, il ne te fera pas faire les thèmes que tu fais, il t'amènera dans le domaine où il est le meilleur et dans le thème où il est le meilleur, on va dire. Et si tu n'arrives pas à imposer le thème où tu es meilleur que lui, tu auras beau être meilleur dans plein de thèmes différents. Et surtout que tu n'es jamais à 100%. C'est-à-dire que quand tu frappes. En plus pour le striking, que tu frappes pour toucher, mais tu frappes pas pour éteindre ton adversaire. Tu essaies pas de le mettre KO pour vrai, c'est ton partenaire. Surtout, en plus, c'est un gros puncher, ça fausse énormément. Ouais, ça fausse beaucoup. Et donc, du coup, toi, tu tournes avec lui, tu te dis, mais quand même, je le tiens. Et au final, et moi, celui qui apparemment est comme ça, c'est Cyril Gane. Apparemment, tu tournes avec lui. Ouais. Il y a plein de mecs qui arrivent à faire des beaux petits matchs, tu vois. Mais parce que apparemment, il se retient beaucoup dans ses coups. Il se retient beaucoup. Ouais. Mais là, tu vois, il y a eu un sparring qui est sorti de lui en anglaise. C'est avec c'est pas un Cubain, non? Ouais, c'est un Cubain, je crois. Et mais franchement, c'est magnifique. La vitesse, moi, ça me bluffe. La précision, la vitesse qu'il a. Et le fait de se baisser comme il fait, que tu te dis, mais il s'expose. Et en fait, la capacité qu'il a à s'exposer sans prendre de coups, je trouve ça incroyable. C'est énorme. C'est énorme. Tu sais, la vitesse qu'il a, tu te dis, mais c'était Chris de Guénache qui disait, avec qui je discutais. Et quand il a vu en vrai à Cyril, à combattre, il m'a dit, j'étais à la cage. Je me suis dit, c'est injuste la vie. Parce que c'est pas normal qu'un mec de 115 kilos bouge comme lui. C'est injuste. Parce que comme à la vitesse où il va, c'est pas possible normalement, tu vois. Et en fait, je pense qu'à Spinal, c'est des mecs comme ça, c'est des mecs. Ils ont une vitesse qui est injuste par rapport au commun des mortels, tu vois. Et c'est ça. C'est ça. Donc des fois, il faut être quand même très vigilant à l'entraînement parce que tu peux croire que tu tiens les mecs parce que tu t'entraînes. Parce que le mec, tu sais pas à quelle intensité il va, ça aussi. Et il y a une différence monumentale, je dis bien, entre être à 70% et être à 100%. Ou être à 90% et être à 100%. Même 90 et 100. 90 et 100, c'est énorme. C'est Joseph Chen qui disait que tu crois des fois à l'entraînement en grapplant avec des mecs que tu es du même niveau qu'eux, et en combat, tu as l'impression que tu es encore sur une autre planète. C'est normal, parce que les 10%, là, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence à très haut niveau. C'est ces 10 petits pourcents d'intensité supplémentaire, de réactivité, de timing, de lucidité qui font la différence, mais une différence monumentale. C'est vrai, exactement. C'est monumental après la différence que ça fait. Et surtout qu'en plus, souvent quand tu arrives à très haut niveau, quand tu es un champion, tu as compris que à l'entraînement, tu n'es pas là pour performer, tu es là pour progresser. Et donc, du coup, tu te mets dans des zones d'inconfort parce que tu es là pour progresser dans tes points faibles. Je vais prendre un exemple concret. Tu as envie de progresser dans tes défenses, de prise de dos par exemple, tu te laisses prendre le dos. Gordon Ryan fait beaucoup Gordon Ryan et dit qu'il s'est fait endormir par une ceinture violette il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Il l'a avoué, il l'a dit. Et pourtant, cette ceinture violette, il combat le jour J avec Gordon Ryan, mais il fera rien. Parce qu'il a démarré avec lui dans le dos, parce qu'il a essayé de sortir, parce qu'il se met dans des situations qui lui permettent de progresser. Du coup, le champion, il a compris que pour progresser, il doit se mettre dans la difficulté. Et donc, lui, il a compris la différence entre performer et progresser. Et si il t'affronte quelqu'un à l'entraînement qui, lui, est dans la performance, le jour J, lui, il sera toujours dans la performance. Mais s'il affronte le même mec, c'est pas pareil. Lui, il était là à 50% ou 80%, même 90%. 90 et 100, c'est pas la même. Ah non, mais ça n'a strictement même rien à voir. Non, c'est vrai. Il y a une question de confiance aussi, tu vois. Ouais. Et même quand tu dis un truc bête, mais tu l'as bien dit tout à l'heure, le fait de connaître ton partenaire d'entraînement. Quand tu le connais par cœur, mais c'est... Et quand on tourne avec Abdul, nous, on sait les clés qu'il aime. Oui. Par exemple, quand il s'impose des thèmes, lui. Il faut savoir qu'Abdul s'impose des thèmes. Par exemple, pendant une semaine, je vous dis une bêtise, il fait le triangle. Donc pendant une semaine, il essaye de mettre des triangles à tout le monde.
Et quand tu le sais, ça, et tu vas dire, bien sûr, peut-être tu le prendras, au début tu vas le prendre, mais tu le prendras plus le triangle. Donc, tu vas dire, ça y est, il m'a pas soumis. Non, il t'a pas soumis parce que tu sais ce qu'il fait en ce moment. Mais si tu combats avec lui, tu ne sauras rien. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ça s'arrête là. Exactement ça. Et c'est pas la même intensité. Non. Je vais te donner un exemple. Quand il a préparé Karl, je m'entraînais avec lui en lutte. Et bien, il a eu plus de facilité à faire tomber Karl. Mais pourquoi? Parce que Karl, il y est allé à 100% quand il a shooté. Ouais, c'est vrai. Quand il luttait avec nous, il n'y allait pas. Il peut te dire, oui, j'y allais à 100%, c'est pas vrai, il n'y allait pas. Ouais. Parce que c'était pas un vrai combat. Il y allait pour progresser. Donc on faisait du thème. Pour tenter et tout, Pour tenter. Sauf que quand il est en mode match, il est en mode match. Il n'est plus là pour tenter. Il est là pour arracher. Voilà, il t'amène. Et puis l'overhand qu'il met juste avant, c'est pour lui arracher la tête. Quand il nous faisait des overhands, c'était pas pour nous faire mal. Tu vois, non, mais il faut tout contextualiser. Tout ça, parce que tu peux croire après dans ta tête que tu as le même niveau que lui parce qu'il ne t'a pas soumis. Tu te dis, oh, ben ça va. La même queue de talon qui va te faire entraînement, qui va te laisser sortir pour pas t'arracher le pied, le jour J, il y a pas de je vais te laisser sortir ou pas. Il t'arrache. À quel moment il part sur, je crois, j'ai une sparring de toi et lui où il part sur ton clé de genou. Ouais. Va voir comment il part sur la clé de genou d'Aratic. Son genou, il est en train de casser, il a craqué. Et Aratic, s'il pouvait pas taper, il aurait pas tapé. Hein. Il restait 20 secondes. Hein. Et toi, il part sur la queue de genou, Fred, ça n'a rien à voir, l'intensité, la détermination. C'est pour ça qu'il faut être vachement vigilant avec l'entraînement, parce que c'est vrai que ça t'apporte énormément de tourner avec des combattants de très haut niveau, parce que ça te permet de te situer quand même. Attention. Bien sûr, si tu tiens une tête quand même au champion, c'est que tu es un bon niveau. Hein. Bien sûr. Si tu arrives à performer dans les 3 domaines quand même si sans forcément gagner, mais à être présent, c'est quand même que tu as quand même ton niveau. Et ça t'amène une confiance. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire que pour le jour J, on prend Kevin Jousset, il tourne avec Adesanya tous les jours, mais il a peur de personne debout. Bien sûr. Et même, voilà, toi, tu prends Kevin Jousset, tu le mets dans un petit club du fin fond de la Corrèze, et le même Kevin Jousset, tu lui dis, Kevin, tu as un gros niveau à l'UFC et tout, c'est ta parole. C'est ta parole de coach que tu n'as pas encore prouvé. Là, t'as beau lui dire quand tu es Eugène Berman et que tu as Adesanya avec toi, il y croit. Il y croit que tu es bon parce que il le voit de ses propres yeux. Alors que s'il est dans un petit club de province, c'est la parole du coach. Et ça peut stresser. Tu sais pas si. Oui, il dit pas ça pour me faire plaisir. Est-ce que c'est pas un imaginaire? Non, mais c'est clair. Non, mais il faut. Et tu vois, c'est pour ça que Baki, ça lui a beaucoup apporté le camp d'entraînement avec Ramzat Chimaev. C'est qu'il sait ce qu'il faisait quand il sait ce qu'il arrivait à proposer face à Ramzat. Voilà. Il sait ce que les entraîneurs lui disaient. Ouais. Donc tu sais où tu te situes par rapport à un mec qui est un monstre. Et ça t'apporte énormément. Ouais. Parce que là, tu parles d'un mec, attention, tu parles de Ramzat Chimaev. Hein. Il faut comprendre. Tu parles d'un mec. Soit Adesanya ou Chimaev, c'est deux monstres. C'est deux monstres. Il y en a un en lutte, l'autre truc. Ça veut dire que tu sais à peu près ce que tu as à proposer. Et surtout que Ramzat, il n'est pas connu pour t'épargner à l'entraînement. Lui, par contre, pour le coup, à l'entraînement, c'est un monstre. C'est pas un mec qui joue. Il joue pas, lui. Tu vois, donc, et ça moi je l'ai vu, hein, ça l'a pas rassuré, mais j'ai vu qu'il a pris psychologiquement, j'ai trouvé qu'il a pris une autre dimension. Oui, alors qu'il n'a pas fait ça, mais si c'est juste toi qui dis, Baki, t'es vraiment fort et tout, t'as un tel niveau, c'est juste ta parole. C'est pas pareil. Et quand c'est Ramzat qui lui dit, ou qui lui dit bravo, ou qui lui, je sais pas moi, quand il fait des sparring et que ça fait un beau combat, tu te dis, il est chaud le petit quand même. C'est-à-dire que le gamin, il est fort. C'est pas un rigolo. Et comme je te dis, c'est Ramzat Chimaev. C'est un mec qui arrivait, qui prenait des mecs qui étaient top 15, il les terminait à 1 minute, mon gars. Comme si c'était des enfants, en parlant d'Anna White, les autres les pieds qui soufflaient en l'air, il les claque par terre, il les soumet. Il faut quand même se rendre compte quand il a débarqué ce qu'il a fait. Hein. C'était violent, hein, tu vois. Et même ce qu'il a fait à Kamaru dernièrement, le claquer et lui prendre le dos, il n'y a jamais personne qui a fait un truc pareil. Hein. Donc, ça te situe le niveau du personnage. Même si après, voilà, pour moi, middleweight, c'est pas sa caté, c'est d'autres débats. Mais ça te permet de te situer quand même. Surtout avec lui qui à l'entraînement est réputé pour être ultra avoir cette bonne agressivité, on va dire. Donc voilà, oui, moi je pense que le fait d'entraîner avec un champion, ça te rassure. Mais comme tu dis, surtout si tu as un bon niveau. Et c'est vrai que quand tu rentres dans la cage, tu vois, pour Kevin, et que lui, il tourne avec Dan Hooker, avec Adesanya, avec Volka. T'as plus peur de personne debout. Tu t'en fous. Qui te dit, je suis bon debout, super. J'ai tourné Adesanya, ça fait 2 ans, je tourne tous les jours avec lui. Tu vas pas m'impressionner. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Des mecs qui tapent fort et qui sont rapides, j'en ai tous les jours. Hein. Un mec qui a été un Pereira, non, mais c'est clair. Donc voilà, les amis, on arrive à la fin de la FAQ. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo. Et on se dit à très bientôt, les amis.
Go.